Donc je reprends la transformation de Lorentz. Donc on avait vu que cette transformation pouvait s'écrire sous une forme matricielle. Euh, donc je rappelle que le langage matriciel a été inventé en fait par un physicien et pas par un mathématicien. Donc il a été inventé par Heisenberg. Avant ça n'existait pas, donc ce qui a quand même facilité les choses. Donc on va intégrer en fait nos variables spatio-temporelles, ct', y', x', z', donc sous la forme d'un seul vecteur. Quand vous avez en fait, alors vecteur de R3 quadrivecteur, donc quand vous avez un vecteur de R3 qui s'écrit sous la forme d'une rotation, en fait on fait subir un vecteur de R3 une rotation d'angle θ, on a un nouveau jeu de coordonnées x', y', z', qui est égal en fait au produit matriciel entre cette matrice 3, 3, cos θ, sinus θ 0, moins sinus θ, cos θ 0, 1, puisque ça c'est 1 ça, sur l'axe de rotation, on suppose que c'est une rotation d'angle θ autour de l'axe OZ, et en fait qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites subir deux rotations successives? Et ben en fait les angles s'ajoutent car on a choisi le bon paramètre θ. Voilà. Donc si on avait choisi par exemple t égale tangente θ, notre rotation pourrait s'écrire sous la forme donc 1 sur racine de 1 plus t2 plus t sur 1 sur racine de 1 plus t2 moins t sur 1 plus t2 et 1 sur 1 sur racine de 1 plus t2. Voilà. Bon, 0 et 1 sur la troisième ligne, troisième colonne. Et là, on s'apercevrait que le produit d'une rotation t par une rotation t' n'est pas égal à la rotation de t plus t'. Autrement dit, θ serait un mauvais paramètre. Donc la tangente, ce n'est pas un bon paramètre. Voilà. Donc dans la transformation de Lorentz, V n'est pas le bon paramètre. Le bon paramètre s'appelle phi. Car en fait on cherche l'additivité en fait à travers la multiplication matricielle. Ok. Donc on va définir le rapport V sur C entre donc V étant la vitesse de mon référentiel en déplacement par rapport à mon référentiel initial, donc c'est la vitesse de la lumière. C'est un coefficient qu'on appelle généralement delta, je crois. Bon, enfin, on va le définir comme étant la tangente de phi. D'accord. Donc on va voir que ça facilite pas mal les calculs. Bon, on sait que la tangente de phi, c'est le sinus hyperbolique de phi sur le cosinus hyperbolique. On peut l'écrire sous la forme, donc exponentielle phi moins exponentielle moins phi sur exponentielle phi plus exponentielle moins phi. Donc en ayant posé en fait ce paramètre-là, on peut réécrire, je dirais, la transformation de Lorentz. Donc, on obtient donc du sinus hyperbolique de phi. Donc, on sait que le sinus hyperbolique de phi, c'est la tangente hyperbolique de phi sur la racine carrée de 1 moins tangente hyperbolique de phi. On a les règles trigonométriques qui fonctionnent avec les angles hyperboliques. Savoir que le cosinus hyperbolique de phi moins le sinus hyperbolique de phi est égal à 1 et que la tangente hyperbolique de phi vaut sinus hyperbolique de phi sur le cosinus hyperbolique de phi. Donc, on peut donc, avec cette transformation, obtenir une nouvelle matrice de Lorentz delta qui va s'écrire donc sous la forme cosinus hyperbolique de phi, hein, puisqu'en fait notre matrice de départ ici, c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Hein, et ce 1 sur racine de moins V2 sur C2, si on a posé c'est un changement de variable hein, mathématique, mais qui est très pratique. Donc si on a posé effectivement que tangente phi c'est V sur C, alors à ce moment-là, on a bien donc les termes les termes en fait de notre transformé de Lorentz. Matriciellement, en fait, on a une matrice qui s'écrit sous la forme cosinus hyperbolique de phi moins sinus hyperbolique de phi, donc 0 sur la troisième coordonnée d'espace, 0 sur la coordonnée de temporelle, moins sinus phi, sinus hyperbolique, pardon, cosinus hyperbolique. Bien. Donc on s'aperçoit aussi que voilà, l'inverse de notre matrice, en fait, c'est tout simplement la matrice appliquée à moins phi. Hein. Donc quand on combine deux transformations de Lorentz dans la même direction, on a bien que le Lorenzien de phi, on va le noter phi prime,
multiplié par Lorenzien de phi est égal à Lorenzien de phi plus phi prime. Et donc phi, c'est le bon paramètre pour notre changement de variable matricielle. Changement de variable. Donc phi, c'est l'argument de tangente hyperbolique de V sur C. Hein. Lorsque phi tend vers l'infini, la tangente hyperbolique tend vers 1. Lorsque phi tend vers moins l'infini, la tangente hyperbolique tend vers moins 1. Et on a donc cette représentation-là. V, c'est une mesure algébrique qui varie entre moins C et plus C, suivant que le référentiel R' est en translation rectiligne suivant l'axe X positif ou X négatif. Donc bon, voilà. Mais bon, C étant la vitesse de la lumière infranchissable. Et phi, par contre, lui varie entre moins l'infini et plus l'infini. Voilà. Donc, on peut s'intéresser maintenant à la loi d'addition. Donc, c'est-à-dire comment se compose donc la loi de composition des vitesses lorsqu'on utilise donc la transformation de Lorentz. Autrement dit, je considère un repère noir là et un repère rouge qui est en translation rectiligne uniforme à la vitesse v par rapport au repère noir. Et on a également le repère bleu qui est en translation rectiligne uniforme v', cette fois-ci par rapport au repère R', non pas au repère initial. Et nous, on s'intéresse, on voudrait savoir ce qui se passe, comment se comporte en fait l'évolution donc des coordonnées spatio-temporelles du repère R' par rapport au repère initial, donc le repère bleu par rapport au repère noir. Ok ? Donc, on va utiliser en fait la propriété de la tangente hyperbolique qui nous dit que ça c'est une probabilité mathématique de la tangente hyperbolique qui nous arrange bien puisqu'on a fait le bon changement de variable, donc savoir que V sur C c'est là on l'a posé comme étant de base tangente hyperbolique de phi. Tangente hyperbolique de phi plus phi prime, c'est tangente hyperbolique de phi plus tangente hyperbolique de phi prime sur 1 plus tangente hyperbolique de phi fois tangente hyperbolique de phi prime. Et donc, à ce moment-là, voilà ce que deviennent nos équations. Le facteur V seconde sur C, en fait, c'est donc tangente hyperbolique de phi, c'est V sur C. Tangente hyperbolique de phi prime, c'est V prime sur C. Et le produit au dénominateur tangente hyperbolique de phi par tangente hyperbolique de phi prime, ça devient du V sur C fois du V prime sur C. Donc le terme V seconde sur C devient, après simplification, V plus V' sur 1 plus V sur C carré. Voilà, ça c'est en fait la loi de composition des vitesses de la transformation de Lorentz. Ok. Autrement dit, on considère trois référentiels. Un référentiel de base, le référentiel noir. Un premier référentiel caractérisé par une vitesse de déplacement V en translation rectiligne uniforme par rapport au repère noir, et enfin un troisième référentiel qui est le repère bleu, qui se déplace à la vitesse V' par rapport au référentiel R', qui est le repère rouge, et à ce moment-là, on peut exprimer à l'aide de la transformation de Lorentz la vitesse, la nouvelle vitesse, donc V seconde, dans le référentiel de base initial, comme étant égal à V plus V' sur 1 plus V sur C carré. Voilà. On n'a pas du tout la loi de composition des vitesses selon laquelle V seconde serait égal à V plus V'. Autrement dit, bon, alors je prends l'exemple du train, mais vous êtes dans le TGV entre Paris et Nice, vous avez faim, vous levez, vous déplacez pour aller dans le wagon restauration. Donc la vitesse que vous avez par rapport au référentiel au repos d'un observateur qui regarde le TGV passer dans le sol, ce n'est pas égal à la somme entre votre vitesse par rapport au train, donc vous vous déplacez à quelques kilomètres par rapport au train, plus la vitesse du train par rapport au référentiel galiléen terrestre de l'observateur qui est assis sur son banc et qui vous regarde passer dans le train en direction, voilà. Alors, bien évidemment, donc ça, ce sont des valeurs. On peut appliquer cette loi de composition pour des vitesses proches de celles de la lumière. Que se passe-t-il, bien évidemment, pour des vitesses donc j'ai voulu expliquer le concept, mais bon, l'exemple était mal choisi parce qu'effectivement,
ça serait plus valide de parler de particules élémentaires plutôt que d'un observateur qui se déplace dans un train. Mais bon, voilà, si V est très petit devant C et V' est très petit devant C également, c'est pas V, oui, V, on peut dire donc devant C par transitivité, on retrouve la loi de composition des vitesses galiléennes, autrement dit que V seconde est égal à V plus V'. Hein. Ici, les primes et les secondes, vous avez compris, c'est pas des dérivés, mais c'est simplement des vitesses. Donc si V' égale C, voilà, puisqu'on le retrouve, on fait le calcul, à ce moment-là, si V' égale C, autrement dit, si mon premier repère est en déplacement à la vitesse de la lumière par rapport à mon repère de base, alors à ce moment-là, V seconde va s'exprimer sous la forme V plus C sur 1 plus V carré C2. Donc je mets C en facteur au numérateur, donc j'ai du C facteur de 1 plus V sur C, sur 1 plus V sur C, au dénominateur, et je retrouve C. Bon, il y a une erreur ici, c'est du V2 sur C2. C'est V sur C. Donc aucune vitesse ne peut dépasser la vitesse de la lumière, donc on ne peut pas aller au-delà de C. Voilà.